Gilles, on va commencer par toi, si tu veux bien, pour nous parler des actualités dans la prise en charge des patients coronariens, mais plus généralement athéromateux, stables. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que traitement antithrombotique, puisque c'est vraiment de ça qu'on va parler, et comment s'inscrivent les anticoagulants dans cette affaire? On a eu des nouvelles importantes sur ce sujet et il est vrai que la première chose, c'est de se demander quand est-ce qu'un patient est stable et à partir de quand il devient stable. On a connu des discussions autour de cela. Est-ce que c'est 1 mois, 6 mois, 1 an après un syndrome coronaire aigu en particulier? On a tendance à se placer au-delà d'1 an et vous savez qu'il y a eu des tentatives déjà d'associer ces nouveaux anticoagulants oraux lors d'un syndrome coronaire aigu pendant la première année avec plus ou moins de succès. Et donc là, on s'inscrit plutôt dans le long terme chez un patient qui est vraiment à distance de son syndrome coronaire aigu, s'il en a eu un, ou de son stent posé. Donc, ceci étant dit, eh bien, la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux que le standard, qui est toujours l'aspirine depuis des décennies et des décennies, que ce soit pour un artériopathe, que ce soit pour un coronarien ou que ce soit même pour un patient avec une maladie cérébrovasculaire. Et donc, l'idée a été d'associer un de ces nouveaux anticoagulants à l'aspirine dans l'étude COMPASS dont on va parler dans un instant. Alors, l'idée de COMPASS a quand même été de recruter des patients assez largement avec la maladie athérothrombotique, comme on a pu le connaître d'ailleurs dans le passé avec d'autres études, des patients coronariens certes, mais des patients aussi avec l'artériopathie périphérique, parce que souvent ces patients sont un peu plus âgés, ont une maladie plus étendue et ont plus d'événements, que ce soit des événements cardiaques d'ailleurs ou des événements ischémiques des membres inférieurs. Et donc on sait que quand on vise une population de ce type, on va avoir plus d'événements que lorsqu'on regarde des coronariens seuls. Un coronarien, globalement, c'est 20-25% d'atteinte artérielle ailleurs que la coronaire. L'artériopathie du membre inférieur, je parle sous votre contrôle, mais c'est plutôt 60% de patients avec une atteinte ailleurs que sur les membres inférieurs. Donc, on cherchait des patients avec une maladie un peu diffuse et vous voyez sur cette diapositive qu'en effet, on cherche à avoir ces 21% à peu près d'événements. Alors, ceci étant dit, on a un passé pour justifier l'anticoagulation associée à l'aspirine, en particulier avec les antivitamines K, surtout en post-infarctus, je dois dire. Et on avait, sur cette méta-analyse qui est un peu ancienne, 2005, l'impression qu'on avait une réduction d'infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, mais toujours au prix d'hémorragies majeures, importantes, fréquentes, et en particulier d'hémorragies graves, les hémorragies fatales et les hémorragies intracrâniennes qui, bien évidemment, ne sont pas acceptables en l'état. Alors, de cette méta-analyse où il y avait une dizaine d'études analysées, j'ai tiré un essai qui me paraît important parce qu'il reflète déjà l'hypothèse de COMPASS, mais il y a 20 ans. Vous voyez, le temps passe, c'était le Thrombosis Prevention Trial, et Tom Mitz, à l'époque, s'était dit, puisqu'on a trop d'hémorragie avec les antivitamines K, on va les utiliser, mais à faible dose. On va mettre un INR à 1,4, 1,5 dans notre population, et il a fait un plan factoriel avec la coumadine contre le placebo et l'aspirine contre le placebo. Donc on avait finalement un groupe avec coumadine et aspirine qui était dans cette étude. On avait un groupe avec une faible dose de coumadine toute seule et on avait un groupe avec de l'aspirine. On a l'impression de retrouver les 3 bras de COMPASS qu'on va voir dans un instant. Et lorsqu'on regarde les résultats, la coumadine était efficace, en particulier sur les événements ischémiques qui font mourir. C'est ce qu'on a à gauche de la diapositive. Et puis l'aspirine était efficace sur les événements ischémiques plutôt non mortels. Et vous savez qu'on a retrouvé ça dans la méta-analyse de l'aspirine, où la réduction de mortalité n'est pas très importante. Réduction de risque relatif, 9%, je vous rappelle. Alors si vous regardez la petite ligne du bas de cette diapositive, vous voyez que quand on combinait l'anticoagulant à faible dose avec l'aspirine dans cette étude, on avait un taux d'événement à 8,7%. Quand on avait l'aspirine seule, on avait 10,2%. La réduction du risque absolu était de 1,5%. Retenez ce chiffre, 1,5% il y a 20 ans. Alors, on a maintenant la conclusion de l'époque de Tom Mitz, et lisez la dernière ligne, quand on combine les deux traitements, eh bien, c'est plus efficace que l'un ou que l'autre. Alors c'est vrai, c'était plus efficace, mais il y avait, malgré les faibles doses de coumadine, un excès d'hémorragie majeure, toujours des hémorragies intracrâniennes et aussi des hémorragies fatales, et donc l'histoire s'est arrêtée là pour la coumadine. Alors COMPASS, on retrouve cette hypothèse de combiner une petite dose anticoagulant, mais cette fois-ci un anticoagulant moderne, le rivaroxaban 2,5 mg, avec une faible dose d'aspirine. On a cette anticoagulation à faible dose qui est le rivaroxaban 5 mg
2 fois par jour, finalement la moitié de la dose de la fibrillation auriculaire. Et puis vous avez l'aspirine, et on a regardé ce qui s'est passé dans cet essai en sachant qu'à un moment donné, le DSMB a dit stop, on a une différence qui nous oblige à conseiller d'arrêter le bras rivaroxaban plus aspirine, puisqu'on a dépassé toutes les frontières qui étaient préspécifiées sur l'efficacité et qu'on avait également une réduction de mortalité. Donc l'essai s'est arrêté à ce moment-là. Et j'ai mis cette diapositive pour rappeler qu'on n'est pas parti avec le 2,5 mg, la fleur au fusil, et qu'on avait des données, au moins dans Atlas et au moins dans Gemini, avec le 2,5 mg, qui étaient des données intéressantes sur l'efficacité à gauche dans Atlas, syndrome coronaire aigu, en plus du traitement antiplaquettaire, et des données intéressantes dans Gemini sur la safety, puisque le 2,5 mg était aussi safe, si je puis dire, que l'aspirine à faible dose, et que c'était plutôt une bonne nouvelle pour cette dose anticoagulante. Donc le 2,5 mg ne sortait pas de n'importe où, et les résultats de COMPASS sont assez impressionnants, puisqu'on a la réduction du critère primaire mortalité cardiovasculaire, accident vasculaire cérébral et infarctus du myocarde de manière importante et significative. Comme vous le voyez ici, c'est la ligne bleue par rapport à la ligne du dessus, la ligne jaune, et puis on a cette ligne intermédiaire, qui est la ligne verte, où le 5 mg x 2 par jour diverge un peu tardivement, mais diverge bien. Et malheureusement, l'arrêt prématuré de l'étude se paye par un suivi plus court. Et je pense qu'on ne saura jamais si l'anticoagulation aurait marché avec un suivi un peu plus long comme c'était initialement prévu. Mais on va oublier ce bras parce qu'on ne pourra pas en faire grand-chose d'autre avec les données qu'on a à l'heure actuelle. Alors si on regarde les chiffres absolus, voilà ce que ça donne. Le critère primaire, vous avez 4,1%, 5,4%, différence en absolu, 1,3%. Un peu comme les 1,5% il y a 20 ans, et donc pas vraiment de surprise. On retrouve ce qu'on avait il y a 20 ans dans le Lancet avec Tom Mead, c'est le TPT, Thrombosis Prevention Trial, et on a aussi une réduction de mortalité ici qui est significative, une réduction des AVC qui est assez impressionnante, et une petite réduction des infarctus peut-être moins importante que ce qu'on attendait. Donc le résultat est saisissant dans sa reproduction de ce qu'on a vécu avec les antivitamines K à l'époque à faible dose. La différence, elle n'est pas là. La différence, elle est sur la sécurité d'emploi, puisque là, par contre, certes, il y a un excès des hémorragies majeures, mais on n'a plus les excès d'hémorragie fatale, on n'a plus les excès d'hémorragie intracrânienne, on n'a même plus d'excès d'hémorragie dans les organes des patients, et que donc ces hémorragies majeures sont souvent des hémorragies qui ont motivé une consultation, parfois en urgence, parfois une hospitalisation, mais pas forcément avec une transfusion, pas forcément d'ailleurs avec une perte d'hémoglobine. C'était les définitions modifiées de l'ISTH. Alors, on en est là avec les deux phases de la pièce, et quand on a regardé les deux phases de la pièce, l'ischémie d'un côté et puis les hémorragies de l'autre, on essaye de se faire une idée sur le bénéfice clinique net, les choses que les docteurs aiment bien, les autorités peut-être un peu moins, mais finalement on voit que sur le critère préspécifié du bénéfice clinique net, on avait une réduction tout à fait substantielle et significative, 20% de réduction du risque relatif, et donc la nouvelle est bonne, c'est un vrai bénéfice clinique net avec le critère primaire et les hémorragies majeures, donc c'est tout à fait acceptable. Alors, quand on a regardé la sécurité d'emploi, l'efficacité, le bénéfice clinique net, on va dans la liste des critères secondaires pour voir si les données sont reproductibles à travers les critères secondaires. Et dans cette étude, il y avait beaucoup de patients avec une artériopathie des membres inférieurs qui sont exposés à des événements cardiaques, certes, mais aussi à des événements sur les jambes, qui sont des événements ischémiques, dont certains quand même qui sont importants. Hein. Les amputations, à mes yeux, ça vaut autant qu'un infarctus du myocarde dans beaucoup de circonstances. Hein. Des fois, je préférerais avoir un infarctus du myocarde qu'une amputation, mais le problème n'est pas là. Donc on a des critères qui ont associé les deux, les événements cardiaques ischémiques et les événements ischémiques des membres inférieurs, et qui sont hautement significatifs à la faveur de l'association anticoagulant faible dose, aspirine faible dose. Et puis on arrive sur la dernière ligne de ce tableau qui est la mortalité toute cause. Et vous voyez une réduction de mortalité toute cause qui est de 0,7% en chiffre absolu. J'aime bien les chiffres absolus. Je vous rappelle que la réduction de mortalité cardiovasculaire était de 0,5% et qu'elle était significative. La mortalité toute cause est réduite de 0,7% et elle n'est pas significative, malgré la valeur de P à 0,01, parce que cette valeur de P a été ajustée pour les testings multiples qui ont été faits en amont. Et donc la valeur de P significative, elle est à 0,0025. Et donc au pied de la lettre, cette réduction de mortalité n'est pas significative, mais vous ferez votre idée au vu de l'amplitude de cette réduction de mortalité par rapport à la mortalité cardiovasculaire, qui elle est significative.
Alors voilà où on en est, et on peut essayer de mettre en perspective ces données de COMPASS et voir ce qu'on va en faire à terme pour la prévention secondaire de nos patients. Alors premièrement, quelle va être la population cible? Qui va-t-on devoir traiter avec cette stratégie? Alors il faut retourner dans les critères d'inclusion et d'exclusion, mais en gros ça va être les artériopathes, ça va être certains coronariens plutôt à haut risque du fait de leur âge ou du fait d'une atteinte d'un autre territoire artériel, ou s'ils n'ont ni l'un ni l'autre, il faudra qu'ils aient au moins 2 des facteurs de risque des critères d'inclusion de cette étude. Donc c'est un peu compliqué, mais vous voyez, c'est quand même pas tous les coronariens que l'on voit passer. Ça sera des coronariens plutôt à risque. Et bien évidemment, on exclura les patients qui avaient la dysfonction cardiaque sévère, la dysfonction rénale, le traitement antiplaquettaire double ou un accident vasculaire cérébral récent. Bien évidemment, l'autorisation de mise sur le marché ne peut correspondre qu'à ce qui a été étudié dans l'étude, et donc il n'y aura pas de surprise de ce côté-là. Alors, la deuxième chose que les autorités feront sans doute, c'est de regarder les sous-groupes, parce qu'on cherche toujours un sous-groupe où ça marche très bien pour peut-être limiter la prescription à cet endroit-là, ou un sous-groupe chez qui ça ne marche pas, en se disant cela, il ne faut pas prescrire. Et alors là, ça va être plus compliqué parce que tous les sous-groupes sont assez reproductibles avec une efficacité du traitement. Et vous voyez en bas du tableau ici, les coronariens ou les artériopathes, ça marche, mais on pourrait faire 2 ou 3 tableaux comme celui-ci, et il n'y a pas véritablement de sous-groupe qui tire le bénéfice. Toute la population apparemment en bénéficie. Alors les artériopathes, ils sont importants, parce que là, on a quand même une population pour laquelle on est assez démuni. La chirurgie, en particulier sur les artériopathies distales, ne marche pas, les stents ne marchent pas, l'aspirine marche peu. Donc si on a quelque chose qui marche, on est content de l'avoir, et c'est ce qui se passe un peu ici avec cette association faible dose de rivaroxaban, faible dose d'aspirine, avec un effet en amplitude qui est assez impressionnant et bien évidemment significatif. Alors, quand on regarde bien évidemment ce qui se passe pour ces patients-là par rapport à la population générale, vous voyez que tout est aligné, et on en parlait tout à l'heure. Ça marche pour les artériopathes, ça marche même pour le millier de patients qui avaient une maladie carotidienne. Même s'ils ne sont pas très nombreux, on a quand même l'impression que ça marche pour eux. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'il y a des alternatives à COMPASS, ou est-ce que c'est la seule étude dans le domaine pour améliorer la prévention secondaire par rapport à l'aspirine seule? Alors, il y a des alternatives, et vous les connaissez, parce que la première étude à se dire que la prévention secondaire ne reposait pas que sur l'aspirine, cette étude existe, et elle s'appelle Pegasus. Ça a été l'association de l'aspirine avec le ticagrelor, et en particulier une faible dose de ticagrelor, 60 mg, qui marchait bien pour réduire le même critère primaire, mort cardiovasculaire, infarctus et accident vasculaire cérébral, et que donc on a là une alternative chez les patients qui ont fait un infarctus auparavant. Et un peu comme dans COMPASS, on a une reproductibilité de l'effet à travers les critères de ce critère primaire. La mort cardiovasculaire est réduite même si on n'atteint pas la significativité, l'infarctus est réduit, les AVC sont réduits. Donc on se dit on a à peu près la même chose avec un traitement antiplaquettaire double. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est probablement vrai, sauf que la population n'est pas exactement la même. Sur les hémorragies, c'est pareil. On a un excès d'hémorragie majeure, mais pas d'excès d'hémorragie intracrânienne, pas d'excès d'hémorragie fatale. Donc on ne pourra pas véritablement utiliser cet argument pour décider traitement antiplaquettaire double ou bien petite dose anticoagulant avec l'aspirine. Sauf peut-être ici que les hémorragies ont été jugées avec des critères TIMI qui sont beaucoup plus sévères que les critères ISTH modifiés de COMPASS, et qu'on se demande ce que seraient ces chiffres avec les autres définitions, mais ça, c'est une autre discussion. Et puis, les recommandations nous ont dit, les premières nord-américaines, et cet été, les européennes nous ont dit, la bithérapie en prévention secondaire, c'est pour aujourd'hui, c'est la petite case jaune d'en bas, là, voilà, tout en bas, classe 2B, on a ouvert la porte pour un traitement de plus de 12 mois avec l'aspirine et un P2Y12 si les patients sont à faible risque hémorragique. C'est comme ça que ça a été labellisé. Les recommandations européennes disent la même chose, mentionnent d'ailleurs le ticagrelor du fait de Pegasus, et donc on est là avec la notion que la prévention secondaire va reposer chez un certain nombre de patients, chez 2 traitements et pas chez un seul. Alors vous allez me dire, 2 études c'est bien beau, mais c'est peut-être pas suffisant. Alors voilà, on a quand même d'autres études où il y a eu des démonstrations analogues, en particulier avec le clopidogrel dans Charisma, mais c'est un sous-groupe, c'est le sous-groupe des patients qui avaient fait un infarctus du myocarde, donc une analyse qui n'est pas complètement acceptable et qui ne donne pas une autorisation au clopidogrel dans cette
dans cette indication. On a des APT, avec là aussi le sous-groupe des patients avec un infarctus du myocarde, très bel effet de l'association, jusqu'à 30 mois de suivi. Et puis on a même TRA2P avec un autre antiplaquettaire, troisième médicament. Donc vous voyez qu'on n'a pas que 2 études, on a l'impression d'avoir plusieurs études, 5 ou 6 études qui vont toutes dans le même sens pour nous dire le monde change, la prévention secondaire demain s'exercera avec 2 médicaments chez les patients qui sont à faible risque hémorragique. Alors, lorsqu'on a dit ça, puis vous vous dites, si j'ai plusieurs alternatives, comment je choisis? Alors peut-être que votre argument, ce sera, mais quelle est la meilleure combinaison pour réduire la mortalité? Alors là, c'est facile. Vous avez finalement qu'une seule possibilité, elle est tout en haut, c'est Compass, qui réduit en effet la mortalité, alors que les autres n'ont pas d'impact sur la survie des patients. Peut-être que vous direz, moi ce que je ne veux pas, c'est revoir les patients, revenir à mon cabinet avec des hémorragies. Et là, vous regarderez avec attention les définitions des hémorragies, les taux d'hémorragie dans les différentes études. Il faudra choisir et s'adapter. Alors, dernier point, est-ce qu'il y a des populations nouvelles à attendre pour cette dose de rivaroxaban 2,5 mg? Eh bien, vous savez qu'on est en train de terminer Commander HF, qui est une étude aussi chez les coronariens, mais cette fois, ils ont aussi l'insuffisance cardiaque, et que la même stratégie est testée contre la stratégie antiplaquettaire. C'est une étude plus petite, mais il y aura plus d'événements du fait de la gravité des patients, et on s'attend, on espère, confirmation de ce qu'on a vu dans Atlas et maintenant dans Compass. Il faudra attendre quelques mois pour avoir les résultats de Commander. Donc, mes conclusions vont être très simples. On est entré dans l'ère du traitement double en prévention secondaire de l'athérothrombose. On avait échoué avec le clopidogrel, les études dans leur globalité avaient échoué, même si des sous-groupes en bénéficiaient. On a réussi avec Pegasus, et là on réussit avec une nouvelle stratégie qui associe un anticoagulant à faible dose, le rivaroxaban 2,5 mg x 2 par jour, à l'aspirine faible dose, des doses nourrissons des 2 médicaments, on va dire, même si les nourrissons ne prennent pas beaucoup de rivaroxaban, parfois de l'aspirine, mais pas de rivaroxaban. Et ces patients devront être, bien évidemment, à faible risque hémorragique. Et avec cela en tête, on pourra discuter la sélection des patients, parce que bien évidemment, on ne va pas faire une règle commune pour tout le monde. Merci beaucoup Gilles. Je crois que ce sont des résultats qui sont passionnants, qui sont vraiment susceptibles de modifier la pratique qu'on va avoir au quotidien pour nos patients. Alors il va falloir un petit peu de temps pour que les autorités réglementaires donnent leur approbation à de nouvelles indications éventuelles. Je rappelle à nos spectateurs et camarades cardiologues qu'ils peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur Internet, et on essaiera de relayer ces questions ici. Alors, est-ce que les uns ou les autres ici sur le plateau, déjà, ça vous fait réagir, ces résultats de Compass? Moi, je suis néphrologue, alors je vais réagir. Oui. Et on a beaucoup de patients qui ont des problèmes coronariens, c'est un tiers de nos patients à peu près. Et on en a pas mal qui, après un certain temps, sont toujours sous une association de clopidogrel et d'aspirine. Ils vont bien. On change ou on ne change pas? Tu prendras tes décisions en conscience, Gilbert, mais la première option, ça sera de dire tout va bien, je ne change rien. Mais tu as avec, sur le long terme, une association qui n'a pas fait la preuve d'une manière globale de son bénéfice en prévention secondaire. La deuxième solution que tu auras, c'est de te dire, s'il a fait un infarctus, je peux peut-être prendre une faible dose de ticagrelor à un moment donné. Et la troisième option, moi je pense, surtout s'il est artériopathe par exemple, d'avoir un échange de ton clopidogrel pour une faible dose anticoagulant. Les résultats sont impressionnants pour ce polyartériel qui était dans Compass. Donc si tu as un polyartériel insuffisant rénal, je pense que là on tient une bonne stratégie. On a une question qui vient de Perpignan, et en fait 2 questions qui sont assez liées. Est-ce que les résultats de Compass vont changer la pratique, et est-ce que ces résultats vont faire évoluer les recommandations? Moi, je vais dire, devrait être assez simple. Elles vont faire changer les recommandations, elles vont faire changer notre pratique. On verra l'acceptabilité de tout cela lorsque les médecins seront en position de prescrire. Je vous rappelle que le 2,5 mg n'est pas disponible chez nous. Je rappelle aussi que le 2,5 mg a une autorisation de mise sur le marché européenne, que les Américains n'ont pas. Donc on est quand même pas loin, et que les données s'accumulent. Quand Atlas est arrivé avec le 2,5 mg, c'était des très belles données. On a senti quand même notre communauté un peu sceptique en se disant c'est quand même curieux que ça marche aussi bien sur les événements ischémiques, sur la mortalité, sur les thromboses de stent, on avait du mal à y croire.
Compass arrive, 27 000 patients par-dessus, ça va être compliqué de dire c'était l'effet chance, quoi. Ouais. Et l'effet sur la mortalité est quand même rejoint celui d'Atlas, justement. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez spectaculaire, même si effectivement on peut discuter de la frontière de la significativité statistique, mais au minimum, on peut dire qu'il y a déjà numériquement beaucoup moins de décès, et c'est quelque chose de vraiment important. Emmanuel voulait... Non, je voulais rebondir. Effectivement, c'est des résultats qui sont tout à fait impressionnants sur la maladie vasculaire périphérique, qui m'intéresse particulièrement, avec pour une fois des résultats et sur les MACE et sur les mails. Donc ça va être plus facile pour nous de convaincre nos patients d'avoir non seulement une amélioration du pronostic cardiovasculaire. Parfois, les patients disent « bon, bah, très bien, l'infarctus ou l'AVC, on verra ça plus tard ». Mais là, on peut leur dire qu'en termes de symptômes, en termes d'amputation, en termes de revascularisation, il va y avoir des améliorations qui sont significatives. Et nous, en termes de résultats, c'est une étude très importante pour les maladies artériitiques. Alors, bien sûr, avec le bémol, de voir le risque hémorragique, de cibler quel type de patient. Vous savez que dans l'artéritique, il y a l'asymptomatique, il y a le claudiquant, il y a l'ischémie critique. L'asymptomatique, on ne le prend pas. Il va falloir voir bien l'analyse de ces populations-là pour dire, ben voilà, une population, elle va bénéficier tant au niveau cardiovasculaire qu'au niveau local, avec une diminution du risque d'amputation. C'est vrai que je préfère un petit infarctus qu'à une amputation. Et ça va nous permettre de mieux convaincre nos patients pour ce type de stratégie. Je préfère même une petite amputation à un petit infarctus. C'est clair.